quand j'entends les talons des militaires claquer, je vois les cerveaux se fermer. C'est le maréchal Liotti qui l'avait dit. On m'a tenu haut gradé. Il avait pourtant franchi toutes les étapes et était un stratège de la guerre. Mais avec cette phrase, il montre jusqu'où, lorsque les militaires prennent le dessus et veulent imposer la guerre, c'est qu'on est à terre. Et c'est malheureusement ça qui se passe actuellement au Niger. Le Niger, où il y a eu un coup d'État qui a renversé le président Bazoum le 26 juillet 2023 et qui polarise l'actualité, la tension du monde entier, tellement ce pays du désert et du Sahel est important au niveau de la géopolitique que tout le monde a les yeux braqués là-bas, surtout en cette période où il y a une guerre en Ukraine et où des puissances tentent de s'allier l'Afrique, Afrique berceau de l'humanité, berceau des matières premières et surtout réservoir de richesses minières. L'Afrique est donc convoitée. Et l'Afrique aussi est en danger. En danger parce que la moindre étincelle peut faire exploser ce continent qui pourtant est celui de l'avenir tel qu'il est présenté. Parce qu'ayant beaucoup de ressources, ayant aussi une jeunesse, donc une main-d'œuvre, ayant surtout, selon les statistiques, les terres arables et aussi tout ce que les grandes puissances recherchent pour s'enrichir. Le Niger, aujourd'hui, est contrôlé par des militaires. Beaucoup peuvent applaudir, d'autres peuvent s'inquiéter. Et d'ailleurs, même le général de Gaulle, qui lui-même était militaire, avait déclaré, je cite, le képi déforme le cerveau et pas seulement la tête. Le général de Gaulle a fait de la guerre et il connaît les conséquences. Mais au Niger, on semble négliger les conséquences de cette guerre qu'on est en train de brandir, puisque ceux-là qui supervisent les armées de la CEDEAO, de l'Afrique équatoriale, donc les chefs d'état-major, se sont réunis à Accra, au Ghana, pendant 2 jours. Depuis jeudi, ils s'étaient donc en conclave. Et ils ont pris la décision hermétique à dire tout simplement, à brandir tout simplement la menace de la guerre. Ils ont dit, selon leur porte-parole, qu'est Ahmad Kaba, commissaire aux affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, il a donc déclaré que leur réunion était basée sur le fait qu'il fallait arrêter des plans et surtout des objectifs stratégiques. Autre chose, il fallait connaître le nombre de moyens qu'il faut mobiliser. Donc, des effectifs,
le matériel. Et puis, il fallait que les États puissent s'entendre sur l'opération. Les chefs-majors de la CEDEAO se sont donc entendus dans une large majorité. La CEDEAO, des 15, on peut dire que seul manquait le Cap-Vert, qui est dirigé encore par un civil, mais qui n'a pas voulu prendre part à cette kermesse de carnage. Les régimes militaires, bien évidemment, tels que la Guinée, ne pouvaient pas prendre part à ce conclave, puisqu'il s'agissait du Niger, et bien évidemment aussi, on ne pouvait pas inviter sur la table le Mali, la Guinée, ou encore le Burkina Faso, qui ont déjà aussi formé un bloc. De ces déclarations, on retiendra surtout que les chefs d'état-major ont déclaré que le jour J, c'est-à-dire le jour du lancement de l'apocalypse, de l'Armageddon, avait déjà été arrêté. Il ne restait plus que la conférence des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour valider leur plan d'attaque. Ils sont sûrs de leurs objectifs. Et la pression est tellement énorme, d'autant plus qu'ils avaient déjà même sollicité la France. Et derrière la France aussi, il y a l'Allemagne, qui non seulement a validé toutes les décisions de la CEDEAO, mais aussi cautionne l'option militaire. Et l'Allemagne n'est pas seule, ou la France, puisque le Conseil européen, représenté par le président Jacques Michel, a bel et bien aussi déclaré que l'Europe soutenait le président déchu, Bazoum, qui pour eux reste encore l'homme de la situation, et que, bien évidemment, l'Europe ne reconnaissait pas le régime militaire. Il a d'ailleurs eu un entretien avec le président en exercice de la CEDEAO, en la personne de Bola Tinubu, le président du Nigeria, qui est au four et au moulin. La tension monte également du côté de l'ONU, qui d'ailleurs a déclaré que les militaires, ou bien la junte, a pris le pouvoir, c'est un coup de tête, c'est inadmissible. À écouter d'ailleurs Turk Volker, celui qui est chargé des droits de l'homme au niveau de l'ONU, eh bien, la phrase est claire. Les armes n'ont plus droit à cette ère d'imposer la loi. C'est l'ONU qui le dit. Mais cependant, c'est encore les grandes puissances et la CEDEAO qui valident l'option militaire. J'ai toujours dit, je suis pour la veuve et l'orphelin. Je suis pour le peuple. Je suis pour les populations meurtries. Beaucoup s'amusent sur les réseaux sociaux, mais ne connaissent pas la réalité de la guerre. La vraie guerre, quand on la gagne, il faut que tout le monde meure. Et cette guerre aura des conséquences fâcheuses si jamais elle est faite. Heureusement, il y a encore tout un petit espoir, une petite lueur sur le plan diplomatique
puisque en la journée du samedi 19 août 2023, une délégation de la CEDEAO s'est déplacée au Niger pour aller rencontrer la junte dirigée par le général Tiani. En tant que panafricaniste, je conseillerais, de par mon humble voix, que tous les belligérants, et surtout les deux camps, puissent s'entendre. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'une bonne guerre. Et d'ailleurs, même Franklin Roosevelt aimait reprendre cela. Il faudrait que tout le monde s'en sorte, que personne ne soit humilié. Mais si par orgueil, les militaires qui sont actuellement devant, non seulement ceux de la CEDEAO, mais aussi ceux de la junte, qui se disent qu'ils sont dans leurs droits, eh bien, ça risque d'être très difficile pour le Niger, qu'il faut-il le dire, vit déjà de l'aide internationale. J'entends bien les gens dire, ça va nous permettre d'avoir la souveraineté. Mais ce que vous imaginez, ce que certains aujourd'hui subissent, qui n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce que subissent et ce que vont subir les populations civiles lorsqu'il y aura des bombardements? La guerre va se passer à Niamey. Le palais, c'est à Niamey. Les civils sont à Niamey. Comment vont-ils faire? La balle va-t-elle choisir seulement les hommes en tenue? Lorsqu'on sait que dans toutes les guerres, c'est les civils qui sont des victimes majoritaires. Et au-delà de ça, il y aura des conséquences économiques puisque le panier de la ménagère n'est plus à la portée de n'importe quel Nigérien. Parce que les denrées alimentaires se sont envolées, parce que les frontières sont fermées, et parce que dans la difficulté, il y aura même des problèmes de santé. Peut-être les enfants n'iront plus à l'école. Vous connaissez Zao, les enfants cadavérés, les hôpitaux cadavérés, ta grand-mère cadavérée, les ministres cadavérés, Marc Lopa, ancien combattant. Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon. Je le répète, la guerre, cette guerre au Niger n'a pas à se faire. Ne vous laissez pas entraîner en enfer. Et au-delà de ça, cette guerre va sortir des frontières. Parce qu'il y a beaucoup de puissances qui sont concernées. Aujourd'hui, beaucoup sont encore dans des discours lyriques en prétextant que la CEDEAO ne peut pas attaquer. Ne serait-ce que pour ne pas se sentir humilié, elle va justement attaquer. Il ne faut donc pas bousculer. Les militaires qui ont pris le pouvoir vont aussi sortir des armes. Le Mali, le Burkina, la Guinée. Et les alliances vont se former. Je l'ai dit, je dis, je le répète aujourd'hui.
Certains disent que ce sera une guerre illégale. J'ai entendu les hauts gradés de l'armée nigérienne le déclarer. On peut aussi déclarer que le coup d'État est illégal. Selon les accords de la CEDEAO. Peut-on rétablir Bazoum par la guerre? Il pourrait même perdre sa vie. Dans cette guerre. Puisque son palais est encerclé par des militaires. Comment on va faire? Donc, on accuse le mal et on veut résoudre le problème du mal par le mal. C'est-à-dire que on dit que le coup d'État était mal et on vient faire la guerre qui est un grand mal. C'est vrai que la CEDEAO s'est dit dans ses droits. La CEDEAO n'aura pas besoin d'un mandat de l'ONU. J'ai entendu les juristes essayer de disserter, de philosopher là-dessus. Mais la réalité est que la CEDEAO est une organisation interétatique sous-régionale où les statuts ont été adoptés par les 15 États. Et quand on voit le traité de 1993 qui a été révisé, dans son article 58, alinéa F, il est clairement mentionné que pour le maintien de la paix, la sécurité, la CEDEAO peut actionner une force régionale pour rétablir l'ordre. C'est écrit. Et d'ailleurs, les accords de Lomé, c'est qui est un protocole et qui date du 10 octobre 1999, est encore beaucoup plus clair. Quand ils ont parlé de l'activation de la force d'attente de la CEDEAO, eh bien, cette force existe depuis. Et elle a réussi certains coups. C'est-à-dire, cette force, ce n'est pas la première fois qu'elle va intervenir ou qu'elle peut intervenir en cas de coup d'État. Il faut repartir dans l'histoire et on va se rendre compte que cette force s'appelait comment? Elle a eu à intervenir au Libéria, mais surtout, elle a eu à intervenir en Sierra Leone. Qu'est-ce qui s'est passé en Sierra Leone? Un homme avait été élu là-bas. Il s'appelait Ahmad Tajan Kaba. Il a été élu en 1996 en Sierra Leone. Et puis, les militaires qui étaient regroupés dans ce qu'ils appelaient un conseil révolutionnaire l'avaient renversé en mai 1997. À cette époque, justement, les militaires, eux aussi, avaient dit qu'ils n'allaient pas rendre le pouvoir, qu'ils étaient dans leurs droits. Ils avaient d'ailleurs choisi un président qui était, je crois, Johnny Paul Koroma. Mais bon, il est resté au pouvoir. Il ne voulait pas discuter. Sauf que la force est comment? La force de la CEDEAO a été obligée d'agir.
Elle est intervenue. Elle a envoyé ses éléments. Il y a eu la guerre. Et cette force a réussi à rétablir ce président. Un an après, c'était exactement en mars 98. D'ailleurs, il avait fait un deuxième mandat en 2002 jusqu'en 2007. Il a quitté le pouvoir. Il est déjà mort. Je crois en 2014. Je raconte cette histoire pour dire que la CEDEAO a déjà eu à intervenir avec son armée. Ce n'est donc pas une première. Parce que certains ont dit, mais pourquoi à tel moment il n'avait pas eu à intervenir? Certes, la CEDEAO s'est décrédibilisée, puisqu'elle n'a pas eu à intervenir en Guinée. Pourquoi? Peut-être parce que personne ne voulait plus d'Alpha Condé, qui critiquait un peu trop la France déjà, et qui lui aussi avait forcé un troisième mandat. Cette force n'a pas eu à intervenir au Mali. Cette force n'a pas eu à intervenir au Burkina Faso. Cette force n'a pas eu... Voilà. Donc, des pays, pourtant, qui sont de la CEDEAO et où il y a eu des coups d'État, mais n'a pas eu à intervenir. Et pourtant, la dernière fois qu'elle a eu à intervenir, je crois que voulait intervenir, c'était en 2017. C'était lors de l'élection d'Adama Barrow. Adama Barrow avait été élu, et puis le président qui était là, dictateur depuis, Yaya Jammeh, il avait dit qu'il ne partait pas. J'ai aussi vu certains qui venaient là pour l'encourager. Non, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir. Ils vont te faire quoi, et tout, et tout, et tout. Mais Yaya Jammeh a compris. Dans le dernier sursaut d'orgueil, il s'est dit, je vais perdre ma vie. Il a préféré aller se réfugier en Guinée équatoriale. Il y vit actuellement. J'ai pris ces exemples, surtout celui de la Sierra Leone, où tout ne s'est pas merveilleusement passé. Parce qu'il y a eu des dizaines il y a eu des morts, des milliers de morts. Des milliers de morts. Une guerre civile, bien évidemment. Avant le coup d'État, il y avait déjà une guerre civile. Mais cette guerre civile s'est étendue jusqu'en 2002. Ça fait des dégâts. La Sierra Leone pense encore ses plaies. Ce qui s'est passé chez les autres devrait nous inspirer, nous effrayer, nous renseigner, nous alerter et surtout nous faire temporiser. Personne n'est sûr de gagner. C'est le peuple qui va perdre. C'est le Niger qui va perdre. C'est l'Afrique qui va perdre. Ce qui va se passer va aussi s'enchaîner partout. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Puisque, quand vous regardez au Ghana, on lève déjà les drapeaux de la Russie dans les rues. Au Sénégal, on commence déjà à lever aussi les drapeaux de la Russie, en criant « à bas la France ». Et la Russie est déjà installée en Afrique centrale. Ou en République centrafricaine. Et dès que Paul Biya a vu le coup d'État au Niger, qui était le dernier maillon de la bande, parce que c'est toute une bande qui est là,
Et bien, Paul Biya dit, je suis mort. Le coup d'État arrive, d'autant plus que Wagner est à côté. C'est en République centrafricaine. La guerre vient de déclencher au Niger. L'incendie va-t-il s'arrêter? Beaucoup de chefs d'État risquent d'être renversés. D'où la peur de Paul Biya, qui maintenant va se réfugier sous le lit de Poutine, en pleurant comme un bébé. Lui, le grand-père, il demande déjà de l'aide de la Russie. Le coup d'État au Cameroun, il y a déjà des bruits de bottes. Le coup d'État au Cameroun, c'est justement ça qui fait aujourd'hui que Paul Biya soit incapable de faire le remaniement. Le Cameroun est sur un fil. Et si ça explose là-bas au Niger, sachez que ça va prendre vers le Tchad. Et le Tchad donne directement vers le Cameroun.